Je vais repartir rapidement, je vais repartir des fondamentaux et après m'interroger sur les attitudes à avoir quant à l'avenir. C'est ça peut-être qui nous intéresse le plus aujourd'hui, un peu de prospective avec des grosses interrogations. Donc, juste pour rappeler les choses, la Bretagne c'est un massif ancien, pas très élevé, maximum 300 et quelques mètres, 320 mètres. Mais par contre, c'est l'héritage d'une longue histoire géologique qui a pénéplané des reliefs montagneux qui, à la fin du primaire début secondaire, culminaient à quand même 2500 mètres. Donc, ce travail d'érosion a un effet qui est réel et qui apparaît notamment sur les cartes géologiques, c'est qu'il met à fleur de sol des substrats qui sont essentiellement métamorphiques et donc peu propices à la question des réserves de l'eau. C'est une des caractéristiques majeures de notre territoire et je ne sais pas où vous voulez. Oui, tu peux passer à l'autre, et à l'autre image. Et donc, on a là, sur ce territoire, un glacis véritablement très innervé en cours d'eau, plus de 32 000 km de cours d'eau. Alors, tu peux passer à l'image suivante ? Ah oui, voilà. Il est d'une extrême densité quand on le compare à ce qu'il y a ailleurs dans d'autres territoires. Et c'est une des caractéristiques de la société bretonne, et on disait autrefois que la dispersion de l'habitat dépendait de cette accessibilité de l'eau en tout point. En réalité, c'est un petit peu plus complexe, mais le fait que nous soyons là, à proximité de l'océan, et quand même sur des premiers reliefs, lorsque les dépressions balayant l'océan Atlantique arrivent sur l'Europe, eh bien, ces reliefs captent une grande partie des précipitations. Et on a donc deux zones qui apparaissent très clairement. En ce fait, une opposition très nette entre la partie occidentale et la partie orientale. La partie occidentale, qui est élevée, reçoit des précipitations qui peuvent atteindre dans les monts d'Arrée jusqu'à 1200 mm de pluie par an. C'est beaucoup. La précipitation moyenne en Bretagne, c'est 670 ou 720 selon les périodes millimètres par an. Par contre, la zone du bassin de Rennes, elle, est alors qu'elle est sur des roches sédimentaires, reçoit beaucoup moins d'eau. Et on est aujourd'hui en dessous des 700 mm sur cette secteur. Donc, très grosse disproportion. Et j'y reviendrai, parce qu'elle est problématique. Le développement humain de notre région s'opère sur cette région et pas sur celle-là. Donc, rupture entre accès à la ressource et fourniture aux populations. Tu peux passer à la suivante. Et cette opposition Est-Ouest est encore un peu plus complexe parce que, en fait, la structure géologique de la Bretagne crée bien cette opposition Ouest-Est, mais aussi une opposition Nord-Sud. Car tout le bloc du massif armoricain connaît un mouvement de subsidence, c'est-à-dire d'affaissement de toute la partie sud, et du coup, les systèmes hydrographiques ne sont pas les mêmes. On a pratiquement 4 systèmes hydrographiques, ou au moins 3 systèmes hydrographiques différents. Le système qui part des monts d'Arrée vers la côte nord, c'est un système de cours d'eau très courts, qui vont de la Pinzée, du Jeudi, etc., l'Arguenon, enfin je passe tous, le Couesnon, c'est jusqu'au Couesnon. Et ce sont des cours d'eau dont le cours ne dépasse guère les 80 km, qui dévalent véritablement des monts d'Arrée sous la forme de cours d'eau vifs, torrents, etc. De ce genre de faciès, très recherché par les pêcheurs de truites notamment, mais l'eau part très vite, avec des effets notamment sur les zones littorales, je pense notamment à la ville de Morlaix, qui subit, dès qu'il y a une crue très forte sur le mont d'Arrée, subit des inondations. Ce même phénomène, on le retrouve, mais d'une manière plus atténuée sur la partie sud, parce que les cours des cours d'eau sont beaucoup plus
longs, à peu près 120-150 km, hein, l'Aulne, l'Illé, le Scorff, etc. Et là, on a aussi des eaux vives, mais des eaux vives qui se terminent, par contre, comme ici, dans le cas de l'Aulne à Quimper, par des rias. Des rias qui remontent très loin à l'intérieur des terres, hein, quelquefois jusqu'à 30-40 km. Ça, c'est le faciès des cours d'eau sur cette partie-là. Sur la partie, alors on retrouve quelque chose de similaire un petit peu ici aussi, notamment à partir de l'anticlinal que nous avons ici, et qui renvoie des cours d'eau très rapides vers la baie du Mont-Saint-Michel et la baie de Saint-Brieuc. Par contre, le grand bassin ici, Vilaine-Noire, offre des eaux qui sont des eaux plus calmes, comme on a ici, stagnantes même quelquefois, et aujourd'hui qui manquent énormément de quantité. Donc, vous voyez, la géographie de la pluviométrie et de l'hydrologie en Bretagne est quelque chose qui est très différent selon les endroits où nous nous trouvons. Tiens, tu peux passer la suivante. Alors, caractéristique donc de cet héritage morphologique, comme je vous le disais, donc peu de sol, donc peu de nappes phréatiques. 80, alors certains disent 75, moi j'ai toujours appris 80, mais disons entre 75 et 80% de l'eau qui tombe en Bretagne s'écoule immédiatement à la mer. Bon, après une pluie, il y a à peu près 40% de l'eau qui part en évapotranspiration, mais le reste s'écoule. Et cette vitesse d'écoulement va dépendre justement de la rapidité du cours. Ça va être très rapide, comme je vous le disais, sur ces secteurs nord, où après une pluie, eh bien, un phénomène de crue peut apparaître dans la demi-journée qui suit. Et c'est beaucoup plus lent sur la partie sud, où là, nous avons des temps de réaction plus lents, mais ces temps de réaction se sont accélérés. Ils se sont accélérés parce que les évolutions contemporaines, enfin quand je dis contemporaines, des 60 dernières années, ont détruit ce qui était une relation fondamentale de l'homme au milieu, c'est le tissu bocagé. Et on sait aujourd'hui que les inondations que l'on rencontre à Redon, que l'on rencontre à Quimperlé, que l'on rencontre à Quimper, mais aussi à Morlaix, mais qui sont pratiquement récurrentes après chaque hiver, eh bien, ont pour cause majeure l'absence de rétention de l'eau sur les bassins versants, et notamment cette remise en cause des talus, de l'arasement des talus, qui étaient des freins, qui créaient ce qu'on appelait des souilles, et qui freinaient la régulation de l'eau. Pour vous donner un exemple, sur le Haumeux, qui nous ramène par là à peu près, qui fait partie du bassin de la Vilaine, je ne le vois plus là, voilà, il doit être par là. Bien sûr, le Haumeux, on avait mesuré dans les années 80 à peu près, qu'une goutte d'eau qui tombait en haut du bassin versant du Meu, à l'époque, Poicagère mettait 8 jours pour arriver à l'estuaire de la Vilaine, maintenant il met 3 jours. C'est une accélération et de ce fait, une perte de la ressource. Cette ressource, elle est vitale. Donc nous devons tout faire pour la stabiliser, la retenir le plus longtemps possible, ce que faisaient les sociétés anciennes, avec les systèmes de talus et de bocage, qui obligeaient l'eau à rester au sol et même à pénétrer par les systèmes radiculaires dans les couches profondes du sol. Enfin, profondes, c'est relatif parce que, comme je vous disais, les sols ne sont pas très profonds. Mais il y avait alimentation des nappes phréatiques. Or, ces nappes phréatiques, bien, vous le voyez ici sur cette carte, je n'ai pas la Loire-Atlantique, je n'ai jamais trouvé, mais elle est intéressante parce qu'elle nous montre les ressources en eau du sol, c'est-à-dire les 20-25% restants de cette eau qui tombe sur le sol. Et on constate qu'elle est très faible sur la majorité de la Bretagne, sauf en 2-3 régions, le Léon, le plateau du Trégor et un petit peu ce secteur-là du Penthièvre et des Marais de Tôme. Et c'est seulement à ces endroits que l'on a des nappes d'eau profondes. Et c'est étonnant parce qu'on est malgré tout, y compris dans ces lieux, dans des zones qui sont des zones à substrat métamorphique,
et qui, malgré tout, ont quand même constitué des réserves en eau profonde. C'est très différent de ce qu'il y a ailleurs en France. En France, alors en Bretagne, je crois que les bases d'eau sous nappe, c'est à peu près, je ne dis pas de bêtises, 25% des eaux souterraines. Alors qu'en France, c'est près de 64% des eaux souterraines qui sont à l'origine des prélèvements humains. Donc on est là dans une géographie particulière de l'accès à l'eau. Et ça s'explique aisément par la structure même donc, des sols, puisque dans des granites, la percolation de l'eau va très très lentement. J'avais dans les années 80 travaillé avec une hydrologue pour faire justement des politiques de préservation de la ressource, et elle me disait à l'époque que la percolation de l'eau dans des sols granitiques ne va pas plus vite que 3 mm par an. Ça veut dire que, vous voyez, pour faire 10 mètres, il faut pratiquement 11 000 ans. Donc quand on fait aujourd'hui des forages, on tape, hormis dans les systèmes faillés, on tape sur des eaux souterraines très anciennes. Et pourtant, la tendance aujourd'hui, elle est allée vers les forages pour avoir des eaux de qualité, hein, vous le savez, qui ne sont pas nitratées notamment. Il y a quand même 32 000 forages en Bretagne. Et ce qui est plus grave, c'est que nombre de forages sont faits par rapport à des zones d'agriculture intensive, notamment le Léon et le Trégor. Et se passe ce qui se passe habituellement. On n'est pas dans le cas, de, par exemple, d'Italie du Sud, hein, de la boîte italienne, où pratiquement toutes les ressources en eau sont fichues parce que l'eau de mer a pénétré les nappes souterraines en terre, parce qu'il y a un phénomène de vase communicant entre mer et terre. Mais par exemple, des agriculteurs intensifs de la zone de Ploubazlanec, aujourd'hui, quand ils pompent dans leur forage, ils pompent de l'eau de mer. Donc, les forages profonds, c'est quelque chose à manipuler avec beaucoup de précautions. Et ça devrait même être, dans les zones de plaine littorale, ça devrait être interdit. Malheureusement, je connais des gens qui le font même à 10 mètres de rivage. C'est un problème qui se trouve posé, par exemple, je crois c'est à Watt, où il y a des forages qui ont été faits, et où, là aussi, alors sur les îles, la question de l'eau, elle est vitale et fondamentale, parce qu'il pleut peu, il n'y a pas d'écoulement de surface tellement, et donc, vous voyez le problème de Groix aujourd'hui, on dépend immédiatement de la pluie qui tombe. Et quand on fait des forages, eh bien, on risque de menacer les réserves profondes, par phénomène d'équilibre entre eau salée et eau douce. Donc, très grande prudence, et on peut dire que si certains vont puiser l'eau dans ces nappes profondes, ça n'est pas là la réponse. La réponse va être essentiellement dans la captation de l'eau après la pluie et sa rétention le plus longtemps possible à la surface du sol. Donc voilà, ça c'est une donnée fondamentale que nous devons avoir à l'esprit. Alors, si tu veux bien passer la suivante, voilà. Alors, conséquence de cette eau qui tombe au sol et qui ruisselle immédiatement, ce ruissellement intensif conduit à un lessivage des sols, d'où l'importance des proliférations d'algues vertes, mais aussi une question dont on parle peu aujourd'hui, qui est la question du transfert des pesticides et toutes les molécules que l'on met dans l'agriculture intensive actuelle et qui se retrouvent à la mer. Et vous aviez un petit film tout à l'heure, mais il y a en 2015-2016, il y a une série de films qui a été faite qui s'intitule De la mer à la source, parce que si on veut préserver la ressource, il faut remonter en sens inverse, partir de l'état de la mer pour définir nos comportements à terre. Et cette série de 4 films qui avait été faite avec Eau et Rivières de Bretagne et puis Jean-Claude Pierre, était quelque chose d'intéressant parce qu'on repartait de l'état physiologique de la mer, ces pollutions qui sont aujourd'hui énormes et inavouées, et pour reprendre tous les comportements jusqu'à la source. Et là, ça remet en cause tous nos aménagements, toutes nos façons de vivre sur un territoire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la raréfaction de la ressource en mer, tout le monde met en cause les pêcheurs, mais la cause principale, c'est l'action
des produits phytosanitaires sur les bioplanctons. Phyto et bioplanctons. Si les phytoplanctons tuent les planctons, et du coup toute la chaîne trophique. Donc la raréfaction de la ressource en mer, et notamment dans ce secteur ici du Morbraz, qui est très révélatrice, et peut-être, je crois, la forêt, l'arbre qui cache la forêt. Je cite souvent cet exemple parce que j'ai travaillé dessus avec Pierre Bollot, qui est un spécialiste du plancton, du Saint-Thomas. Et pour nous, le barrage d'Arzal, j'y reviendrai tout à l'heure, est un élément majeur de dérégulation de tout ce système, parce que, et la Vilaine, parce qu'il draine les eaux du bassin Rennes, qui sont des eaux d'agriculture intensive, avec beaucoup de produits phytosanitaires, et qui ont tué quasiment ce qui était, il y a encore un siècle, considéré comme le gisement halieutique le plus riche, un des plus riches de la planète, l'autre étant du côté de Chiloé. Bon, c'était des zones sardinières de poissons fourragers qui trouvaient là leur nourriture. Aujourd'hui, ce sont des eaux qui sont complètement eutrophisées. Donc, on a de lourdes responsabilités, vous voyez. Et donc, si on veut réguler et s'assurer à l'avenir d'une eau en quantité et en qualité, il faut repartir de l'état de la mer pour remonter tous les bassins. Voilà. Vous avez dû entendre parler de l'ouvrage de Akeya, son nom m'échappe, mais Atacayema. Non, ça ne vous dit rien, la forêt amande de la mer, non? Parce que Pierre Boulot a fait un article il n'y a pas longtemps en copiant justement l'ouvrage d'Atacayema sur la sardine aime le châtaignier. Ça reprend un peu le principe, puisque la richesse d'un milieu halieutique est dépendante de la richesse de la végétation existant sur le territoire, qui apporte des éléments, et parmi ces éléments, bien sûr les nitrates, les phosphates, mais aussi la silice. Et ce que j'ignorais encore, c'est que dans des phénomènes, il a fallu que je lise cet ouvrage pour le comprendre, c'est que la décomposition des feuilles de chêne et de hêtre produit un acide qui va faciliter la fixation des oxydes ferreux en oxyde ferrique. Et le fer est à la base aussi de la constitution de nos organismes, et notamment des phytoplanctons. Donc, question de quantité, question de qualité. Alors, pour passer à la suivante, l'enjeu va donc être, bien sûr, partant de ces éléments, bien d'approvisionner en eau les hommes. Et en Bretagne, cette question d'approvisionnement en eau, qui était autrefois une question que chacun résolvait à sa manière, soit par le puits, soit quand on était sur la côte par la citerne. Moi j'ai encore le souvenir, quand j'étais enfant, dans le pays de l'Orient, toutes les maisons avaient des citernes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Récemment, le maire de l'île d'Arc a réhabilité tous les vieux puits de la commune, parce que la ressource est très rare. Mais très vite en Bretagne, donc, on s'est tourné vers une réponse qui semblait facile. C'est l'interconnexion. Et on est parmi les régions françaises, une de celles où les systèmes d'interconnexion sont les plus développés. Alors, au début, ça a démarré au XIXe siècle pour des raisons hygiénistes, fournir de l'eau potable aux populations, notamment à Rennes. Mais à partir des années 20-30, avec le début de la croissance des villes, bien, on a commencé à voir se constituer des systèmes donc, d'interconnexion, avec des canaux, avec des retenues, et surtout à partir des années 70, il y a eu prolifération de ces systèmes. Donc, aujourd'hui, on a tout ce réseau. Ce réseau fonctionne relativement bien sur toute la partie nord. Vous voyez même que dans le Finistère, il est beaucoup moins développé parce que l'eau est là, elle est présente. Par contre, dans la partie Côte d'Armor, Penthièvre et tout le sud de la Bretagne, alors là, on a mis l'accent sur ces réseaux d'interconnexion. L'exemple le plus fort, c'est ce qui se fait
avec l'Institut d'aménagement de la Vilaine. Vous êtes bien placé à Redon pour savoir ce qu'il en est. Cet Institut d'aménagement de la Vilaine, en fait, a généré, enfin, n'a été qu'un prétexte à mener une politique de densification du littoral. Alors bien sûr, quand on a fait le barrage d'Arzal, on a présenté plein de raisons. La régulation des marais, l'accès des capteurs à Redon, vous pouvez les constater, etc. En fait, la vraie raison remonte au rapport Picard de 1973, qui voulait faire de toute la côte sud de la Bretagne une riviera équivalente à la côte du Languedoc, avec des grandes stations. Alors, il y avait la Baule, bien sûr, le Pouliguen, etc., toute cette côte guérandaise, mais surtout ce secteur entre Sarzeau et justement la Baule, 5 marinas devaient être construites. Des grands ensembles, et ça a été le combat notamment des paludiers de Guérande dans les années 70, que d'empêcher cette logique. Du coup, le barrage d'Arzal n'a pas répondu à cet objectif premier de fournir de l'eau à ces stations balnéaires, puisque sur les 5, il n'y en a eu que, en gros, 2 de constitués, la Baule, Pornic et le Croisny. Mais, du coup, cette retenue est considérée comme un régulateur de tous les besoins de la côte sud, qui voit sa population s'accroître régulièrement depuis les années 70, et puis surtout, maintenant, est conçu comme un régulateur en fourniture d'eau du bassin rennais et de la région nantaise. Et là, on est sur la mise en place d'un système, la grande liaison Ferrel-Rennes. Alors déjà, Ferrel alimente par, je ne sais plus le nom du cas, comment ça venait en gros et puis va à Nantes. Donc fournit toute la presqu'île guérandaise et l'agglomération nantaise pour un tiers de ses besoins, mais il va fournir aussi Rennes, qui aujourd'hui est confrontée à la pollution de ses réserves, de la Chaise, du Canut, et notamment de toute cette partie du Haut-Couesnon et de la Haute-Vilaine, qui, bien sûr, ont des retenues, mais des retenues aujourd'hui toutes polluées avec des taux de nitrate qu'on n'arrive pas à réguler. Donc, l'agglomération rennaise, aujourd'hui, est en manque d'eau. C'est une question cruciale. Et cette question cruciale l'a conduit à aller chercher sa ressource plus loin, donc vers Arzal, avec la mise en place d'un grand aqueduc qui n'est pas encore terminé, mais qui, à terme, va alimenter en grande partie l'eau des Rennais. Alors, c'est un vrai problème, cela. Parce que, déjà, la Vilaine, en période estivale, a un niveau d'étiage qui est faible. On estime qu'aujourd'hui, le niveau d'étiage de la Vilaine en fin d'été est équivalent au rejet des stations d'épuration de Rennes. C'est-à-dire que, en fait, on va recycler l'eau que les Rennais ont polluée. À terme, c'est ça. Donc, c'est un peu une politique de gribouille, si on regarde bien. Et ça pose une véritable question, qui est celle de la croissance de la population à venir dans ces territoires, sur les 2 zones de pression très fortes, c'est 3 zones de pression plutôt, l'agglomération rennaise, l'agglomération nantaise, mais aussi toute la côte sud de la Bretagne, dont la population maintenant est de plus d'1,5 million, 1,1 million d'habitants. Quelquefois doublé, triplé au cours de l'été. Donc, très bonne réponse sur le plan technique. Est-ce que c'est une bonne réponse sur le plan environnemental? Ça, on peut s'interroger. Alors, on peut, si tu veux bien, passer à la suivante. Alors, la question qui aujourd'hui arrive encore à être régulée ne va plus être avec les transformations du climat. Car, on le sait, ça y est, le processus maintenant, plus personne ne le remet en cause, pour ainsi dire, et on va vers des transformations, alors des élévations de température, et on est plutôt... Alors, vous avez là plusieurs modèles, c'est tiré des documents du GIEC. Il y a en général 4 modèles d'analyse. Ils sont différents, mais ils présentent quand même à peu près tous les mêmes tendances. Pareil. Donc, alors ici, sur la moyenne annuelle des précipitations, on le voit sur les 3 modèles, la Bretagne peut paraître encore un territoire privilégié, mais uniquement dans sa partie occidentale.
On sait que les précipitations vont diminuer dans une fourchette qui va de 17% à 35% d'ici 2046-2050. C'est énorme, à peu près un tiers des précipitations en moins. On a dans le même temps un afflux d'habitants sur la Bretagne, par phénomène migratoire, entre 35 et 40 000 habitants nouveaux tous les ans. Et d'autre part, on voit aussi, d'après ces schémas, et je retiens notamment ces deux cartes-là, alors l'opposition Est-Ouest, mais aussi plus précisément une opposition Nord-Sud. Et notamment, on peut constater que c'est le cas sur ces cartes ici, mais on le retrouve un peu de la même manière ici en matière d'élévation des températures. On se rend compte que la Bretagne Nord va être moins impactée que la Bretagne Sud et que le bassin rennais. Donc là, vaste question. On s'attend à ce que sur le bassin rennais, les précipitations tombent en dessous de 600 mm par an, ce qui est problématique, alors qu'ailleurs, ça tombera des 900 vers 700 à peu près. Donc, la question de l'eau qui est déjà cruciale, comment allons-nous la gérer d'ici une trentaine d'années? C'est une vraie question. Alors ça nous amène donc à un certain nombre d'interrogations. Tout d'abord, donc vous voyez, on en a lutté contre une affaire de quantité et une affaire de qualité. Et aujourd'hui, quand on regarde bien la qualité des eaux qui sont fournies aux populations en Bretagne, 80% des eaux qui sont fournies doivent être traitées. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est de l'eau de pluie qui tombe au sol, elle devrait être consommable. Or, les activités humaines, et notamment les activités agricoles, mettent en cause la qualité de cette eau. C'est, comme je le disais tout à l'heure, tous les pesticides, tous les produits phytosanitaires, c'est les excès de nitrates, etc. Et ça coûte très cher. Si tu peux passer à la suivante. Ah oui, ça c'est un autre point. On reviendra dessus peut-être. Faut que je revienne Non, on va suivre. La suivante, j'ai peut-être mal mis. Si tu peux passer à la suivante. Ah ben, non. Ah non, il y en a une entre les deux. Non, excuse-moi. Non. Ah. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, enfin, peu importe. Je poursuis. En tout cas, cette question de la raréfaction de l'eau et cette question de la qualité de l'eau fait qu'aujourd'hui, nous avons en Bretagne une des eaux les plus chères de France pour le consommateur. J'entendais l'autre jour Burlot dire qu'on était à 2,70 € du mètre cube. Ça m'étonne parce qu'on est dans certains lieux déjà à 4 € du mètre cube. Ça avant le prix, ça. Comment? Le prix? Vous cherchez le prix? Oui, c'était avant. Ah oui, c'était avant. C'était avant ça? Oui. Ah oui. Voilà. Donc, vous voyez, les départements, les Yvelines 3,6, le Morbihan 3,3, le Morbihan paye très cher sa politique touristique, et notamment sa concentration de population estivale. Mais on va le voir, et vous pouvez constater les différences qu'il y a entre régions de France, même si c'était ici en 2004. Ça c'est un peu pour les. Mais aujourd'hui, on arrive à des différences très fortes entre territoires, et le cas extrême étant sur les îles. Excusez-moi, il n'y a pas toutes les taxes d'assainissement du monde, il y a juste le prix brut. Oui, bien sûr. C'est plus que ça. Et quand on est. Alors, le summum, c'est là aujourd'hui qu'on marche sur la tête, sur les îles. J'entendais dans la presse récemment que Groix manquait d'eau. Aujourd'hui, on désalinise, enfin, on n'amène par bateau, mais on envisage même de désaliniser. Or, la désalinisation de l'eau de mer pour faire de l'eau potable, ça multiplie par 10 le prix. Et ça pose de réelles questions. Je me souviens en 2007 m'être trouvé sur Belle-Île, alors que je présentais un bouquin, justement, au mois de mars. Il pleuvait énormément, l'eau ruisselait partout, mais dans les phases précédentes, Belle-Île manquait d'eau. Donc on avait mis en urgence en place des stations de désalinisation. Et ces stations qui coûtaient très cher, donc envoyaient de l'eau très coûteuse aux populations, alors que dans le même temps, rien n'était fait pour retenir l'eau qui ruisselait sur les sols. Donc, on est là sur des politiques un peu aberrantes, politiques de greenwashing. Donc,
je reviens donc sur cette question de la pollution et donc de l'évolution climatique. Cette évolution climatique va nous amener encore, et c'est là que la question suivante va se trouver posée. Non, la suivante. Tu vas à l'envers. Non, tu vas à l'envers. Les crues. Voilà, c'est ça. C'est que... François, c'est parti. Ah ben, bon, enfin, vous avez entrevu les crues, là, non? Bon. Voilà. C'est que, donc... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors... l'eau va devenir plus rare, mais on sait aussi que les phénomènes pluvieux vont être beaucoup plus brutaux, avec des pluies très violentes d'hiver et de longues périodes de sécheresse d'à peu près 2 mois. Ça y est, le processus qui était annoncé par le GIEC depuis la fin des années 90 se matérialise, on le constate aujourd'hui. Et ces eaux qui tombent sur des sols secs, aujourd'hui artificialisés et sans retenue, redescendent très vite à la mer et vous produisent ce que nous avons là. Un télescopage entre des phénomènes maritimes et des arrivées massives d'eau dans les villes-ports qui s'égrènent tout le long de la Bretagne. Si bien qu'à l'avenir, autre problème que nous allons avoir à gérer, même s'il pleut moins, ça va être cette régulation des cours d'eau. Et notamment sur les secteurs très vulnérables qui sont notre richesse patrimoniale, qui sont toutes nos villes-ports. Une trentaine de villes-ports qui s'égrènent le long des côtes, qui sont des lieux historiques à patrimoine à haute valeur, etc. Et qui, aujourd'hui, subissent des inondations, comme on l'a ici à Quimperlé, en haut, ou comme à Morlaix, il y a 2 ans. Donc, ça pose réellement question. Quand on sait qu'on va avoir élévation du niveau marin en même temps, donc il y a télescopage entre les arrivées de ces eaux continentales et cette élévation du niveau marin. Si bien qu'on peut envisager ici sur une échéance d'à peu près 2050, en rouge, toutes ces zones qui vont être des zones impactées à la fois par l'élévation du niveau marin, mais vous le voyez bien aussi quand on remonte dans les bassins versants, par des phénomènes de saturation des lits majeurs qui vont créer elles-mêmes des remontées de nappes et donc des inondations à l'intérieur du territoire. Ça, les gens ne le voient pas. Hein. Ils pensent élévation du niveau marin, ils se disent que ça va impacter les zones littorales, mais pas uniquement par une remontée de nappe. L'écoulement des cours d'eau se fait par rapport à ce qu'on appelle un niveau de base. Le niveau de base, c'est le niveau moyen de la mer, normalement à marée basse. Et tout le profil d'équilibre d'un cours d'eau consiste dans une grande parabole, branche d'hyperbole, à atteindre, avec la vitesse presque réduite, l'arrivée à la mer. Quand c'est pas ça, le cours d'eau travaille par érosion pour se faire un lit qui soit bien harmonieux. Bon. Mais si vous élevez le niveau de la mer, ne serait-ce que de 50 cm, vous changez le niveau de base. Donc le cours d'eau va retravailler tout son profil. Et notamment dans les zones qui sont, parce que c'est pas un profil de cours d'eau, c'est quelque chose comme ça arrivant à la mer. Mais ça, c'est la théorie. En réalité, c'est ça. Et donc, il y a des seuils et puis des zones plus plates. Et donc, entre le cours d'eau, entre son lit mineur et son lit majeur, ce qui ici apparaît sur la maquette, eh bien, va encaisser les différentes variations de l'eau, et notamment va créer va se remplir au niveau de son lit majeur. Si vous relevez le lit majeur du cours d'eau, les nappes d'eau qui peuvent être 20 ou 30 mètres au-dessus, elles-mêmes vont être impactées, vont remonter. C'est-à-dire qu'une élévation du niveau marin sur les côtes va avoir un effet sur le comportement des nappes d'eau autour des bassins versants, mais notamment autour des lits majeurs, avec remontée des nappes phréatiques. Il y a un risque de glissement de terrain alors. Comment? Il y a des risques de glissement de terrain, mais c'est pas... Peut-être pas, mais je ne sais pas si Jacques Quinton est là. Si, je suis là, oui. Tu es là? Tu m'avais, je ne sais plus quelle année, au moment des inondations des marais de Redon, parmi les grandes inondations des années 90, si j'ai bonne mémoire, tu m'avais dit que toi, à la porte, tu étais inondé. Oui, oui, j'habitais à 25 mètres
d'altitude, au niveau du village de la Porte à Redon, et l'eau remontait, quand c'était inondé, quand les marais étaient inondés, l'eau remontait dans les caves. Ouais. Comme quoi, c'est tout un mécanisme. Là. Vous ne voyez pas, Jacques, excusez-moi. Donc, voilà les enjeux. Donc, question de qualité, question de quantité, il va falloir gérer. Alors, maintenant, donc, on arrive, si vous voulez, je crois qu'il n'y a plus de diapo, il me semble. Hein. Si, la dernière, quoi. C'est sur la question de la rapport de l'homme au territoire. Tu peux passer à la dernière, s'il te plaît ? Voilà. Donc, j'ai mis là quelques éléments. Vous voyez, cet effet de sol que le talus, par exemple, font après des fortes pluies, le talus arboré retient l'eau dans les champs. Ça, c'est très important. C'est peut-être gênant pour les cultures, mais par contre, ça permet de recharger les nappes et de garder le plus longtemps possible l'eau pluviale dans nos sols. Alors la question qui se trouve posée, bien, c'est l'évolution de notre propre territoire. Car on peut le constater depuis, en gros, les années 2000, mais même avant, on assiste à une densification de notre population, bien sûr sur les deux bassins urbains, de Rennes et Nantes, et aussi sur d'abord le littoral sud, mais maintenant le processus touche toutes les plaines littorales. Et corollaire de notre modèle de développement, on assiste à une concentration des populations sur quelques lieux, donc le bassin rennais, le bassin nantais, les plaines littorales. Et c'est là que se trouvent posées des questions fondamentales d'aménagement. Et là, eh bien, je vais laisser un petit peu le PowerPoint, mais comment allons-nous réagir par rapport à ce comportement humain et cette raréfaction de la ressource? Et là, on entre dans la question fondamentalement politique. Le discours officiel. Alors, il ne faut pas oublier que la concentration des populations, ce qu'on appelle en termes de géographie la polarisation, car c'est la seule résultante d'un modèle d'économie libérale. Au nom des économies d'échelle, on concentre les hommes, les activités, et entre les deux, on multiplie les flux. C'est un principe qui aujourd'hui guide nos sociétés occidentales et qui est, sur le plan environnemental et social, aberrant. Or, c'est malheureusement celui sur lequel on est. Alors, quel est le discours aujourd'hui officiel? Et je reprends là les propos de Thierry Burlot, ancien vice-président de la région sur ces questions-là, et aujourd'hui directeur de l'agence de bassin Loire-Bretagne. Il dit, première chose, économisons l'eau. Tout à fait d'accord. Et sur ce plan, on a beaucoup de leçons à apprendre, notamment du monde anglo-saxon, parce que je me souviens que dans les années 90, quand je me rendais, début des années 90 en Grande-Bretagne, où il y avait pourtant plus d'eau que chez nous, il y avait déjà sur tous les robinets publics un petit sticker qui disait « Just a drop ». Économiser. Nous, en Bretagne, ce n'était pas le problème. Mais cette question-là réglée, que doit-on faire? Le discours politique actuel, qui ne remet pas en cause donc, le modèle de développement, ça consiste à dire, eh bien, puisqu'on va avoir plus d'eau dans les régions occidentales et que les besoins, par contre, dans les régions orientales vont être accrus, renforçons le système de d'interconnexion. Ça, c'est terrible comme discours. C'est un discours qui je dirais, nous conduit, à mon sens, droit dans le mur. Alors, stocker l'eau là où elle est abondante, renforcer l'interconnexion, et surtout, disent-ils, développer les solidarités entre monde rural qui reçoit l'eau et monde urbain qui, majoritairement, le consomme. Et qui pollue aussi, bien sûr. Et là, c'est pour ça que je suis un petit peu révolté par le discours actuellement, y compris donc celui qui a été tenu par l'agglomération rennaise lors de l'Assemblée générale d'Eau et Rivière, parce que, en gros, l'attitude de ces grandes agglomérations qui sont en manque d'eau, ça consiste à faire pression sur les zones rurales pour qu'elles livrent une eau de qualité
et en quantité à leurs besoins. On ne se pose pas la question de savoir s'il faut freiner la croissance urbaine de ces centres. On ne se... Ah oui. Ah oui, mais c'est là une question qu'il faut se poser. Et justement, je dirais même que j'ai assisté au cours de cette réunion à une sorte de comportement un peu terroriste, je dirais, de la part des gens chargés de la fourniture en eau de l'agglomération rennaise sur les agriculteurs. Alors vous le savez, il y a aujourd'hui une pression qui se fait d'une manière en apparence positive. C'est pour que les agriculteurs livrent une eau de qualité et en quantité suffisante aux villes, c'est créer ce qu'on appelle un label terre de source, qui impose aux agriculteurs de ne pas utiliser des pesticides, de reconstituer des talus, etc. C'est très bien. Ça va dans le sens d'une agriculture plus biologique, plus envisager, économiser, faire fonctionner des solidarités plus fortes, donc entre monde rural et monde urbain. Mais c'est un peu un marché de dupes, ça. Pourquoi? Parce qu'on ne freine pas la croissance urbaine, que plus elle s'accroît, plus cette croissance urbaine jouit de subventions qui la poussent à s'accroître encore davantage. Et donc on fait marcher la machine. Et dans le même temps, les territoires ruraux, eux, ne bénéficient pas des moindres subsides dans, je dirais, la défense d'une qualité et d'une rétention des eaux sur leur territoire. Donc on est là sur une croissance de plus en plus nette de rupture territoriale et sociale entre les zones rurales et les zones urbanisées. Je prends donc 2 métropoles et à la côte. Alors est-ce qu'on ne peut pas avoir un schéma de lecture qui soit différent? Pour ma part, moi je milite beaucoup pour plus d'autonomie en tout. Pourquoi? Sur tous les biens élémentaires, que ce soit l'énergie, que ce soit ces biens fondamentaux comme l'eau, comme les matériaux. Soyons un peu plus responsables. C'est une question fondamentalement de citoyenneté. Être responsable de ses actes. Pour moi, aujourd'hui, un citoyen rennais qui prend une douche ne se rend pas compte que cette eau qui l'arrose provient d'Arzal et que cette eau d'Arzal a dérégulé le Morbrasse. Il est dans une consommation irresponsable d'une certaine manière. Quand on ramène l'usage de la ressource au niveau de l'individu, il est bien confronté à ces contradictions. C'est ce que faisaient nos populations anciennes. Ce n'est pas par hasard qu'elles faisaient des réservoirs et des puits. Donc, il y a peut-être à inverser la tendance, lutter contre ce modèle de développement qui, de toute manière, est pervers, et envisager un autre rapport à notre territoire. Lutter contre notamment cette polarisation qui amplifie la consommation. Et ne doit-on pas revenir, alors je sais que je vais dire un gros mot, parce que c'est contraire aux logiques sexuelles, et moi c'est celle que je défends, à la dispersion, à l'autonomie, à l'usage de ces biens élémentaires à partir de ce que notre propre territoire de vie nous propose. C'est ce que faisaient les sociétés anciennes. Et ça suppose à ce moment-là que nous ayons un niveau de responsabilité qui ne soit plus concentré, mais qui soit réparti sur l'ensemble du territoire, en fonction de ce qui est pour moi une notion sur laquelle je me bats depuis longtemps, qui est celle de la capacité d'un territoire à porter une population. C'est un terme que les services de l'équipement refusent d'entendre. Ils parlent de capacité d'accueil. La capacité d'accueil, c'est effectivement porter une population au seuil où la technologie du moment le peut. Comme nos sociétés sont éminemment intelligentes, elles sont toujours capables de trouver une réponse technicienne aux problèmes qui sont posés. Alors aujourd'hui, on parle notamment de recyclage des eaux usées et de manière infinie, etc. Ça peut être une solution, mais on sait que tout recours à la technique amplifie les coûts. Alors c'est intéressant pour les financiers, c'est pas intéressant pour le citoyen. Par contre, en posant donc cette question de la capacité d'accueil qui sert de guide
aujourd'hui aux politiques d'aménagement, quand il y en a encore, bien, est un fondement qui est faux. Car notre technologie, on le voit, plus elle est élaborée, plus elle nous rend fragiles. Et je crois que le dernier conflit en Ukraine le montre bien. Hein, les villes ont été l'objet des cibles stratégiques premières. C'est pas sur les campagnes qu'on tape. Et ça me renvoie, moi, à ce qui était la politique de retour dans les campagnes sous Mao. Les communes populaires, assurées de manière dispersée, pour être force stratégiquement, les autonomies qui permettent aux groupes humains de survivre. Alors, je ne vais pas entrer dans le modèle maoïste, hein, n'allez pas voir ça, mais par contre, revenir à cette responsabilisation de l'individu par rapport à ses besoins. Et c'est pareil pour l'énergie. Aujourd'hui, on a des grands machins qui nous gouvernent, des agences de bassin, des entreprises privées de fourniture d'eau potable. Est-ce qu'on ne peut pas se passer de cela et ramener les échelles de décision à des niveaux plus locaux par rapport à la quantité de ressources? Ça, c'est un enjeu qui est un enjeu d'aménagement, mais un enjeu de politique fort, vous voyez. Et je vais prendre un exemple qui va illustrer ça. En 2007, nous avions fait avec nos étudiants une étude sur Belle-Île. Parce que les îles, c'est automatiquement un territoire limité avec des ressources limitées. Il nous était apparu que Belle-Île ne pouvait plus accueillir de population si on partait de la fourniture en eau nécessaire aux besoins des populations, qui est d'à peu près 140 litres par individu et par jour. Eh bien, Belle-Île ne devait plus accueillir la moindre population à partir de 2015. Je n'ai pas vu le phénomène s'arrêter, hein, rassurez-vous. Donc, on va encore désaliniser, amener de l'eau par bateau, etc. Mais la même question se trouve posée à terre. À terre, on peut jouer sur l'interconnexion, certes pour réguler les déséquilibres, et je ne jette pas l'interconnexion totalement, mais commençons par fournir, par le fait que les populations doivent se fournir à partir de leurs propres ressources locales avant d'aller chercher chez le voisin. Ça me semble être une logique de solidarité beaucoup plus grande que celle qui consiste à exploiter la ressource de celui qui en a au bénéfice de celui qui n'en a pas. Ça, en tout cas, ça responsabilise les populations. Donc on est là sur quelque chose qui est très important en Bretagne, d'autant que la consommation en eau, elle est essentiellement domestique. Pratiquement 50% de la consommation d'eau en Bretagne est le fait d'une consommation domestique. Donc il nous concerne, nous, en tant qu'habitants. Le reste, c'est l'agriculture et l'industrie. Et c'est fait. Donc on est bien là sur des choix de société qui posent des questions fondamentales, complètement opposées, entre solidarité et autonomie, même si dans l'autonomie il y a solidarité, entre polarisation et dispersion, entre ville et campagne, et je dirais entre une liberté de faire ce que l'on veut en tant qu'individu, ou une politique volontariste d'aménagement qui par nécessité est coercitive. Aujourd'hui, nous n'avons plus de politique d'aménagement comme on l'a connue jusqu'aux années 2000. Et là, on est sur des choix fondamentaux de société et des choix politiques majeurs. Oui, moi je vois par exemple la loi SRU, ALUR, et puis la dernière, je ne sais plus. Oui. C'est des lois par exemple qui vont préserver l'étalement urbain, etc. Enfin, qui sont plus pour arrêter. Mais en même temps, on l'a vu là récemment. Elles ont freiné. De l'autre côté, par rapport à votre discours que j'entends, la décision locale, c'est qu'ils vont demander aux communes de faire de l'intercommunalité. Et ça, non, c'est... Non, mais posez là une question majeure. J'ai pris un petit châtaigne pendant le micro. Oui, donc je disais que, comme je dis, conférencier depuis 2000, et il y a la loi SRU, ALUR, et la dernière, je ne sais plus. Oui, donc NOTRe, ouais, pour l'urbanisme. Et donc dans ces lois, ils empêchent l'étalement urbain, ce qui peut être une bonne chose, mais en même temps, ils augmentent le millefeuille. La loi SRU de mémoire crée les pays,
qui chevauchait en plus les départements, etc. Et la loi Allure, il prévoit prévoit l'intercommunalité et il demande aussi même l'effacement des communes. Après, c'est vrai Et rejeter l'idée de pays. et il rejette l'idée de pays aussi, qui était plus basée sur des bassins. Le pays, pour moi, c'est la réponse pour tout. C'est l'échelle. C'est l'échelle où les populations se connaissent, sont capables de prendre une décision en autogestion et ont une relation intime avec leur territoire. Donc, ils peuvent gérer les contraintes de leur territoire. Pour finir par la notion de pays, c'est quelque chose qui est avant les départements, donc qui remonte aussi. Ça remonte au 19e siècle. Ouais. Même 18e. 18e. Mais, oui, 18e. Je crois qu'on a commencé le débat. Mais là, oui, on est dans le débat. Là. On peut avoir une conclusion avant peut-être? Ben, la conclusion, c'est cela. C'est aujourd'hui, on est face à des choix. Ou bien on accepte la société telle qu'elle est, et elle va nous précipiter, avec ces contradictions que vient de souligner monsieur, vers des dysfonctionnements de plus en plus grands et des tensions qui peuvent prendre des allures violentes, et notamment, je pense, entre ville et campagne. On les vit déjà d'une certaine manière, à travers des questions sociales, mais sur ces questions vitales, qui sont les questions de l'eau, oui, sûrement. Et ce ne sont pas les lois qui, comme vous le dites, pouvaient avoir de bonnes intentions. La loi SRU avait une bonne intention de réguler notamment l'étalement urbain, mais il n'a fait que freiner le processus, il ne l'a pas arrêté. Et on le voit bien, les populations vivent très mal aujourd'hui les injonctions de la loi par rapport à leur liberté d'action. Tenir le discours d'aménagement aujourd'hui, c'est perçu comme étant un véritable discours communiste au sein de notre population, alors que c'est simplement un discours d'auto-responsabilité. Ouais. Attention, C'est chapeau, c'est pour ça que je vais regarder. Non, mais je suis nantais et en 2016, voilà, je ne me suis pas battu, mais j'ai juste révélé dans mon entourage. Il y avait un maître mot, c'était plus 100 000 habitants en 30 ans à Nantes, qui est une aberration pour moi, puisque je suis d'accord avec vous, une ville pour vivre et plus se concentre, plus elle met des. Alors je vais prendre la pieuvre, l'analogie de la pieuvre, plus elle met des tentacules sur son milieu environnement. Et là, dans le schéma dans lequel on est, c'est même pas la France, c'est l'Europe, puisque les métropoles se battent au niveau européen. Et vous pouvez noter juste que notre maire de Nantes était la présidente des métropoles d'Europe, mais elle a abandonné pour être la directrice de campagne de Anne Hidalgo. mais voilà, alors, par contre, je ne suis pas d'accord, j'ajouterais un troisième tissu urbain qui est la rue. Voilà, il y a des villages, c'est plus des villages, c'est des espèces de lotissements infinis, qui ne sont pas à la campagne, qui ne sont pas à la ville. Mais c'est qui consomment la des métropolisation. Oui, moi j'avais lu un article du Monde diplomatique en 2000, d'un sociologue qui expliquait que donc il crée des lotissements, et créer un lotissement, ça crée, il faut des autoroutes, il faut des places de parking, et puis l'urbanisation ça devient un peu différente en France. Les zones sont strictement séparées, donc il y a les zones d'habitation, les zones commerciales et les zones industrielles. Et ça crée 7 places de parking par foyer. Pour vous donner une idée de ce qu'est l'habitation. Donc ne faites pas d'enfants. Vous voyez, juste, vous citiez le Monde diplomatique, dans le dernier numéro. Je suis tombé sur une très belle phrase de deux chercheurs anglais, Harry Farwell et Abraham Newman, qui sont deux profs à Oxford, et qui disent la chose suivante. Contrairement aux affirmations libérales, les structures en réseau n'engendrent pas un monde plat, fragmenté, coopératif, où les rapports de pouvoir sont diffus et les asymétries se résorbent. Au contraire, elles aboutissent à des déséquilibres, des forces tangibles et durables. Ça résume tout. Alors, vous voyez, plein de gens se posent la question de cette logique
de concentration qui va à l'encontre des équilibres environnementaux, des équilibres sociaux. Merci. Et nous avons à lutter là-dessus. Je crois que ça, c'est une belle conclusion. Merci. Alors, on va redémarrer le débat. Je vais vous demander de respecter juste la consigne de lever la main et voilà.